Bonjour tout le monde, bonjour chers panélistes. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire sur les approches de financement multilatéral des questions climatiques organisé par l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre des activités de la COP 30 à Belém au Brésil. Pour rappeler rapidement le contexte de ce webinaire, il est important de noter que les changements climatiques constituent aujourd'hui l'un des défis les plus urgents et complexes du développement durable. Leurs impacts touchent tous les secteurs économiques, sociaux et environnementaux, en particulier dans les pays en développement, souvent les plus vulnérables, malgré leur faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Malgré les engagements internationaux, le financement climatique reste insuffisant, fragmenté et souvent difficile d'accès pour les pays en développement. La question centrale est donc comment les approches multilatérales de financement peuvent être, peuvent-elles être rendues plus efficaces, accessibles et cohérentes pour répondre aux besoins réels des pays dans la lutte contre les changements climatiques. Il est donc attendu à travers ce webinaire les résultats suivants: une meilleure compréhension des mécanismes et approches multilatérales des financements climatiques, une cartographie claire des sources et flux financiers disponibles, l'identification des défis structurels liés à l'accès et à l'efficacité des financements, ainsi que les recommandations stratégiques pour renforcer la coordination et l'impact des financements multilatéraux sur les politiques climatiques nationales. Enfin, cette réflexion contribuera à renforcer la capacité des décideurs, institutions publiques et organisations régionales à mobiliser et gérer efficacement les ressources multilatérales pour le climat. Elle s'inscrit dans une perspective de développement durable, de résilience et de transition juste vers une économie bas carbone. Les panélistes accueillis sur ce webinaire sont le professeur Slim Khalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Milor Ngoy Choucha, directeur de l'unité de recherche en écologie, restauration écologique et paysage de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, le docteur Brahima Koulibaly, directeur de recherche et responsable du département agroécologique et foresterie au Centre national de recherche agronomique de la Côte d'Ivoire, et le docteur Ludovic Andrès, enseignant-chercheur, directeur adjoint de l'unité de recherche de l'ISTOM en France. Moi-même, M. Jean-Luc Conan, directeur régional adjoint administration de l'AUF pour la région Afrique centrale et Grands Lacs. Je serai donc en charge de la modération de ce webinaire et je vais passer la parole au recteur de l'AUF pour introduire et planter le décor afin de pouvoir poursuivre les différentes interventions. Je vous remercie. Votre micro, monsieur le recteur, s'il vous plaît. Merci Jean-Luc. Donc, je voudrais m'associer aux remerciements des experts qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, d'autant plus que les délais étaient particulièrement courts. L'organisation ici à Belém n'a pas toujours été évidente, mais le sujet est tellement important que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir mettre en place ce panel. Donc, merci beaucoup, encore une fois, de vous être mobilisés rapidement pour qu'on puisse avoir cette avant. Alors, l'Agence universitaire de la francophonie essaye de faire une série d'actions que j'aurai peut-être le plaisir tout à l'heure de vous présenter, ou en tout cas de vous donner un certain nombre d'exemples sur ce que nous faisons concrètement. Moi-même, je ne suis pas expert, mais je gère évidemment cette organisation qui est aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde. Et donc, notre premier objectif, c'est de mobiliser un maximum d'experts autour de la question et plus particulièrement des experts francophones, pour montrer qu'il peut y avoir aussi une vision différente d'une vision uniformiste portée par certains. Et même si les problèmes peuvent être universaux, il y a aussi des applications particulières ici et là. Il y a une vision du monde qui peut être différente par des approches aussi scientifiques complémentaires.
Nous sommes partis du constat que vous connaissez tous encore mieux que moi, c'est la non-atteinte des objectifs qui ont été mis dans les ODD il y a quelques années. Et un certain nombre de raisons, évidemment, c'est assez complexe. Mais ce qui se devient plus difficile encore aujourd'hui, c'est d'avoir cette remise en cause des sciences. Nous, en tant que porteurs de cette francophonie scientifique, qui nous tient tellement à cœur, nous nous retrouvons surpris par des déclarations et pas des déclarations d'anonymes derrière des réseaux sociaux, là, des déclarations de gens de très haut niveau, des grands décideurs politiques qui se déclarent pas favorables à la science, ou en tout cas remettent en cause le rôle de la recherche, de l'éducation et du savoir, ce qui évidemment nous met très mal à l'aise et nous pousse à réfléchir pour faire les choses autrement. Et nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la diplomatie scientifique très agissants là-dessus pour pouvoir inverser les tendances. Nous portons bien entendu plus spécifiquement la diplomatie scientifique francophone qui se veut une voie, plus une voie de raison et une voie de rassemblement de cette diversité de l'espace francophone qui représente justement cette diversité nécessaire pour trouver des solutions complexes autour du développement durable globalement et de la question climatique plus spécifiquement. Bien entendu, il y a aussi d'autres constats qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est les inégalités entre les pays riches et pauvres, entre les pays producteurs de la pollution et émetteurs, et puis ceux qui en subissent les conséquences. Le monde aujourd'hui en développement représente moins de 5% des émissions mondiales, et pourtant les effets du réchauffement sont peut-être parfois plus visibles ici que là. Et donc voilà, ce déséquilibre de la gestion mondiale est aussi un point crucial euh, de la réflexion de départ. Après, nous sommes aussi, nous suivons l'évolution. La COP30 annonce un renouvellement des objectifs extrêmement alors, ambitieux, on va dire. La COP30 nous annonce à horizon 2030, donc dans 2030, c'est demain, dans 5 ans, de tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Vous vous rendez compte, quand on sait le retard qu'on a sur les 15 dernières années, rattraper tout ce retard sur les 5 prochaines années, avec beaucoup de pays importants plutôt sceptiques, bon, on se demande comment on va pouvoir faire. Alors voilà, donc du coup, la barre est très haute, il va falloir que on puisse faire ce qu'il faut. Alors, donc il y a le scepticisme, je le rappelais rapidement, mais il y a aussi le manque de financement. Donc, pour le scepticisme, pour ce qui nous concerne, l'Agence universelle de la francophonie, nous soutenons les engagements climatiques conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. Hein. Nous sommes évidemment humbles face à la science évolue, bien entendu, elle peut se tromper, elle peut corriger, mais en tout cas, le principe, c'est on se réfère à ce qu'il y a de plus sûr, des données les plus probantes en notre possession à un moment donné. Bien entendu. Et puis pour le reste, la collaboration internationale est certainement le meilleur moyen pour trouver des financements multilatéraux, pour coordonner entre le financement national et international, coordonner entre le financement des banques de développement et le financement du secteur privé, coordonner entre les organisations internationales et tous ces acteurs. C'est l'enjeu aussi qui nous incombe et c'est la raison de notre présence ici d'ailleurs, puisque nous signons par exemple un accord avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, aujourd'hui même d'ailleurs dans le cadre de la COP, notamment par rapport à des actions très précises, notamment pour participer au sauvetage de la forêt du bassin du Congo, par exemple. Donc, l'idée du rapprochement des acteurs est important. Et le dernier point que je voudrais souligner, et qui peut être aussi un point de discussion entre nous, c'est la sensibilisation de la jeunesse. L'effet n'est pas seulement à court terme, l'effet aussi est à très long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse qui n'était peut-être pas présente dans les générations qui ont précédé. Mais faut-il encadrer cette prise de conscience plutôt que la transformer en une peur de l'avenir, ce qui n'est pas forcément la meilleure des attitudes pour les jeunes, mais plutôt comme une action ou des actions, ou être dans l'action pour l'avenir. Et c'est un petit peu le pari que nous faisons.
comme je vous disais tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples d'actions que porte l'AEF, notamment à l'égard des jeunes. Voilà donc le sens de notre réflexion, très rapidement bien entendu, et puis les raisons de cette invitation. Ce n'est un premier pas, une première rencontre. Nous sommes appelés, dans le cadre de tous les accords que nous sommes en train de signer sur la question climatique et sur la question de développement plus globalement, de mobiliser encore plus d'experts. Et donc, vous serez certainement sollicité à nouveau par nous et puis mis en réseau avec plusieurs autres chercheurs dans le monde, particulièrement dans le monde francophone. Alors, dans le monde francophone, ça veut dire auprès des scientifiques francophones, pas forcément des scientifiques venant de pays exclusivement francophones. On est dans le monde entier, sans exception. On a beaucoup d'experts, notamment en Amérique latine ou en Asie. Nous dénichons les experts francophones dans cette marée plurilingue. Pour nous, c'est une façon aussi de contribuer à la réflexion mondiale. Voilà les premiers éléments, Jean-Luc. Et maintenant, je vais être très attentif à vos explications plus techniques, plus précises de nos experts. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, pour votre intervention. Nous retenons les différents constats aujourd'hui, notamment la non-atteinte des objectifs des ODD, le déséquilibre de la gestion mondiale, mais aussi le challenge à l'horizon 2030 avec le quatrième mondial en énergie renouvelable. Et de ce fait, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons passer la parole pour commencer au professeur Milor afin qu'il puisse nous entretenir sur cette thématique, à savoir les approches de financement multilatéral des questions climatiques. Je rappelle que c'est un échange qui sera interactif et nous allons vous laisser la parole pendant 5 minutes, professeur, et ensuite rebondir sur votre intervention pour étayer vos arguments et partager ensemble votre réflexion. Merci. Merci beaucoup. Je commence très rapidement par vous remercier pour l'invitation à participer à ce webinaire. Je remercie aussi le recteur pour l'introduction parce que ça touche exactement à ce que je voulais aborder. Et moi, je voudrais aborder cette question à partir justement des trois conventions des Rio. Parce que le maître mot pour moi sur cette question de financement multilatéral, c'est vraiment la cohérence. La cohérence et l'inclusion. Et donc, partant de ce qui a été dit, bon, je ne vais pas rappeler l'historique de ces conventions, mais en tout cas, ce qui était attendu de ces conventions, c'était plus de cohérence entre tout ce qui se fait sur le climat, avec la convention cadre pour laquelle vous êtes à la COP à Belém, la convention sur la diversité biologique et puis celle sur la désertification. Et donc, lorsque on, on regarde en fait d'un point de vue de perspective africaine, on peut constater que quasiment tous les États africains, même pas quasiment, tous les États africains sont signataires de cette convention, tous sans exception. Les États africains participent aux activités des organes subsidiaires de ces différentes conventions, hein. Mais aussi les États africains participent également ce qu'on peut appeler maintenant au bras scientifique, on va dire, lié à ces conventions, par exemple le GIEC, donc l'IPCC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité, et puis l'interface sciences politiques pour la désertification. Pourquoi je parle de cohérence, justement? Mais c'est parce qu'on se rend très vite compte que il y a une démarche en silo. Ça veut dire ces conventions. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de discussion entre ces différentes conventions d'un point de vue général. Et il y a un impact en fait avec les financements qui viennent derrière ça, parce que on a l'impression que c'est des financements multilatéraux, des financements qui ne sont pas nécessairement, mais ça on peut en discuter encore, à la hauteur des attentes, ou alors qui ne sont pas disponibles comme on le veut, mais qui sont repartis de manière, je veux dire, pas toujours, à mon sens, très cohérente. Et puis, il y a la question, justement, maintenant, à nouveau de la perspective africaine, c'est qu'on se rend compte que dans toutes ces conventions, M. le recteur parlait tout à l'heure
de la question de l'impact de la science et peut-être des décisions basées sur la science. Moi, j'irais plutôt vers là, qui est très déficitaire parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une très faible participation, bien une très faible implication de nos chercheurs dans ces différentes activités, dans ces différents organes. Et je peux vous assurer que la situation est encore plus alarmante pour les chercheurs francophones. Pour les chercheurs africains francophones, la participation est extrêmement faible. Si je vois par exemple du GIEC, en Afrique tout entière, c'est moins de 11% de participation. La dernière évaluation de l'IPBES, c'est moins de 10%. Et lorsqu'on voit l'Afrique francophone et l'Afrique centrale en particulier, c'est vraiment moins de 2%. Le paradoxe, c'est que c'est là que se trouve la plus grande diversité, c'est là que se trouvent les solutions justement pour ces questions de climat. Et donc là, il faut une cohérence dans les approches pour assurer une meilleure participation et assurer une meilleure prise en compte, en fait, des points de vue de nos États. Et c'est par là que je suis très long en faisant quelques propositions, hein, mais peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. La première, c'est d'abord nous avons en fait besoin nous au niveau africain, je suis désolé de parler beaucoup de la perspective africaine, mais nous avons besoin d'avoir des démarches très intégrées, c'est-à-dire intégrées à la fois au niveau des connaissances, aller sur des plateformes multidisciplinaires, mais intégrées à la fois au niveau de nos États et de nos régions. Par exemple, pourquoi ne pas avoir des collaborations plus solides entre des États, entre des chercheurs, pour être plus précis, de la sous-région. Moi, je suis en Afrique centrale, pourquoi pas, et on collabore très peu, de sorte qu'on n'a pas vraiment des données sur des grands ensembles régionaux. Et donc, on peut solliciter sur des projets communs des financements. Deuxième chose, c'est la cohérence, à nouveau en termes d'intervention des partenaires techniques et financiers qui ont souvent des agendas, parfois des objectifs qui sont similaires, mais les interventions ne sont pas toujours coordonnées. Et de cette façon, on a l'impression que les peu de ressources qui arrivent, ou disons les ressources qui arrivent, ne sont pas nécessairement partagées équitablement. C'est vrai que le climat prend souvent la part du lion, mais on a besoin d'une cohérence parce qu'au finish, ces interventions ont pour objectif d'assurer le bien-être à travers les... Et puis finalement, c'est mon dernier mot pour le moment, c'est, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la cohérence en termes euh, des activités qu'on fait pour la recherche des fonds. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre ce que les partenaires techniques et financiers rapportent, mais aussi avec ce que les États, les chercheurs peuvent trouver localement. Et là, on peut mettre un accent sur l'apport potentiel à nouveau du secteur privé. On parle climat aujourd'hui. Et, vous savez, tout ce qui se dit en termes tout ce qui se fait en termes de crédit carbone, mais d'autres aussi. Et donc, je pense qu'il y a une cohérence à avoir là-dessus pour avoir des actions plus pertinentes et plus efficaces et donc essayer de renverser la tendance avec cette question de scepticisme dont le recteur a parlé tout à l'heure. Voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long, mais voilà, j'espère que au cours de cette discussion, on aura le temps de présenter deux, trois exemples de ce dont je parle en termes de formation, en termes de recherche, pour alimenter ces discussions et sortir d'ici avec des conclusions qui peuvent aider tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, M. Jean-Luc. Merci, professeur Milor, pour votre plaidoyer sur la cohérence hein, envers toutes ces actions, notamment entre les trois conventions de Rio. Et la question que nous vous posons par rapport à votre intervention aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui on a la capacité de savoir comment les mécanismes de financement multilatéraux actuels, c'est-à-dire les fonds verts pour le climat, les fonds d'adaptation, comment ils traduisent concrètement les engagements des conventions de Rio dans les pays africains, selon vous? Oui, donc à nouveau, il y a beaucoup d'initiatives quand même dans le secteur.
Il y a, il y a des organismes, effectivement, des structures qui sont mises en place. Vous avez parlé des fonds verts, etc. Euh, mais à nouveau, si je ne prends que les deux conventions, celle sur le climat et puis celle sur la biodiversité, il y a des mécanismes de financement qui sont, donc vous avez le GEF d'un côté, et puis vous avez tous les fonds qu'il y a sur la biodiversité. À nouveau, je répète, à mon sens, à mon avis, et avec mon expérience, j'ai l'impression que ça manque quand même un peu de cohérence. Il y a peu d'exemples où on voit des interventions coordonnées. Je vais essayer d'être très pratique sur ce que je dis. Les solutions, la plupart des solutions qu'on propose, pas la plupart, en tout cas, il y a des solutions qu'on propose sur les questions de mitigation du climat qui proviennent de la biodiversité. La COP actuelle, d'ailleurs, on l'appelle la COP des forêts parce que ben, clairement, le grand rôle des forêts sur ces questions de séquestration de carbone, c'est tellement évident. Et inversement, mais en termes d'intervention, ça commence à venir. C'est toujours des interventions un peu différentes. Moi, je vis dans ce monde-là. Je vous donne par exemple les interventions dans la région où je vis sur les questions de climat se penchent beaucoup sur le reboisement, mais avec des approches qui ne Ok. sont pas nécessairement des approches en faveur de biodiversité. Donc, on a vraiment besoin de plus d'intégration. Merci, merci beaucoup, professeur. On va rapidement, merci pour vos éclaircissements. On va revenir, comme vous l'avez dit, notamment sur les formations pointues sur ces différents aspects. On va passer la parole à Monsieur Andrès pour les 5 minutes d'intervention sur la thématique. Et Monsieur Andrès, vous avez la parole. Merci. Je tiens à vous remercier effectivement pour cette mobilisation et je me réjouis d'échanger avec vous sur ce sujet d'intérêt. Je vais pas forcément revenir sur finalement ce que mes collègues et interlocuteurs précédents ont dit, mais on a quand même des approches multilatérales qui sont assez peu efficaces et souvent déconnectées de réalités locales. Et c'est finalement là-dessus que je voulais partir. En tout cas, c'est le prisme d'entrée sur lequel je voulais discuter pendant 5 minutes. Finalement, moi, je voulais parler, comme on est sur la COP effectivement des forêts, comme mon collègue l'a précisé, des opérations de restauration. On voit finalement qu'on a des résultats qui sont très contrastés. Ça montre bien les limites des programmes internationaux en matière de restauration écologique. Pourquoi? Parce que finalement, on a des grandes diversités de situations. Certaines forêts, elles évoluent en savane, d'autres, elles évoluent en plantations commerciales, telles que le cacao ou le teck. Et toute cette diversité de situations, elle est importante à expliciter et à montrer parce que ça indique finalement et ça renvoie à des logiques d'efficacité écologique et sociale qui demeurent assez faibles. Pourquoi? Parce que dans les dynamiques locales, on n'intègre pas souvent, enfin finalement, on n'intègre pas souvent, excusez-moi, les dynamiques locales telles que l'usage des terres, les ayants droit, les non-ayants droit. Et tout ça sont des thématiques qui sont très très importantes, notamment au niveau du bassin du Congo, à mon sens. On a donc, comme ça a déjà été répété, des visions assez descendantes de la restauration et qui sont dictées par des indicateurs globaux. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire à être dit parce qu'on est sur des taux de couverture forestier, des carbones stockés et finalement, on en oublie les besoins socio-économiques des communautés. L'enjeu finalement des gens, c'est de produire du vivrier et de se nourrir d'abord, et puis éventuellement d'introduire dans le système agroforestier des arbres. Et ça, si on n'en tient pas compte finalement dans les approches multilatérales de financement, ben on travaille très très en silo. Et ça, c'est un danger. Si on prend le cas du bassin du Congo, par exemple, la mise en œuvre des financements sur le climat montre une grande dispersion des acteurs et des dispositifs. Euh, on a finalement des projets qui sont financés isolément à mon sens, hein, même si je n'ai pas une vision exhaustive, parfaite, projet par projet, sans réelle coordination et cohérence finalement territoriale. Au sein d'un territoire, on peut retrouver dans deux localités des projets qui sont relativement similaires en termes de cas logique. On a aussi le même phénomène qui est observé au niveau du bassin amazonien, hein, donc finalement ça nous renvoie sur des logiques aussi là-dessus, sauf que là on est plutôt sur des logiques de marché de carbone et de compensation qui heurtent finalement à des réalités agraires et foncières, et ça me permet de revenir sur un élément central de ma présentation ou de cette discussion qui est la petite agriculture familiale, quoi, qui reste en marge finalement de ces dispositifs. Et donc
l'enjeu clé, à mon sens, c'est de replacer les agricultures familiales au cœur des transitions. En tant que scientifique, on se doit finalement de le faire. On voit que c'est 80% de l'agriculture dans le monde, même si les opérateurs économiques collaborent effectivement dans la politique, notamment de RSE, avec ces acteurs. En termes de science et de mobilisation de ces acteurs dans les fonds, il est important de les mobiliser. Finalement, ça me permet d'avoir des visions, des propositions qu'on pourra peut-être aborder, hein. On a une multiplicité des guichets, ça c'est essentiel, qui induit finalement une faible coordination là-dessus et une procédure assez lourde, hein. Moi, enfin maintenant, quand on soumet des projets, on est sur des procédures très très lourdes en termes de soumission, mais aussi de gestion des projets. Et ça, finalement, bah, ça permet pas d'avoir des guichets assez rapides pour des petits projets ou des ONG locales, or que finalement la pluralité peut permettre justement de pouvoir atteindre ces objectifs. On est finalement sur des engagements qui sont pas toujours contraignants, avec des critères de redevabilité sociale et environnementale euh, enfin, où on n'est pas dans une logique d'essayer de produire finalement des indicateurs en plus, mais de redonner du sens finalement à ces indicateurs. Moi, c'est vraiment ça que je voulais aussi induire, c'est qu'on est finalement dans des visions de redevabilité partagées, enracinées dans les territoires, où les communautés, finalement, c'est eux qui évaluent les effets réels du projet. Nous, on n'est que de passage en tant que chercheurs, on est éphémère, même si la recherche peut se faire sur un temps long. Et ça me permet de terminer finalement sur une logique que je voudrais un petit peu proposer, c'est ancrer l'action dans les territoires, s'appuyer sur les agricultures familiales comme moteur de la transition finalement et pas juste comme bénéficiaire, et structurer des alliances territoriales qui sont assez fonctionnelles. On pourra en revenir si vous voulez là-dessus sur ce sujet. Et ça permet vraiment d'instaurer finalement une redevabilité ascendante et vivante et ne pas juste voir la logique sous forme de paysage type gérer une forêt administrativement, mais plutôt un paysage vivant. Voilà, c'était un petit peu les éléments que je voulais aborder avec vous dans le cadre de notre échange. Merci. Merci, merci docteur. Donc, merci pour cette intervention qui recentre encore hein, cette approche intégrée des acteurs locaux et de tout ce beau monde qui travaille sur les questions climatiques, comme vous l'avez dit, afin quand même de pouvoir avoir une redevabilité assez ascendante hein, et vivante en un mot pour que tout le monde puisse profiter. Donc, nous vous remercions. Et nous allons passer la parole pour le tour de table, pour terminer avec Dr Koulibaly pour son intervention sur le thème. Merci, Dr Andrés. OK, merci à l'agence donc d'associer le CNRA à ce débat très important. Donc, au nom du directeur général et du directeur général adjoint qui était pressenti pour ce débat, donc je vous remercie de nous associer. Et le CNRA, donc leader de la recherche agronomique en Côte d'Ivoire, pour lequel donc l'agriculture est le moteur hein, de ce développement, mais dont la biodiversité hein, a souffert, on va dire, de certaines pratiques peu vertueuses, est au centre hein, de cette préoccupation, hein, puisqu'elle impacte au quotidien donc, les activités donc, de nos paysans hein, sur le terrain. Et donc, en Côte d'Ivoire, effectivement, donc les productions cacaoyères aujourd'hui sont fortement impactées sur les problèmes donc, de la déforestation. Donc, il faut inverser les tendances. On va dire qu'on est en première ligne. Mais heureusement, donc, les acteurs multilatéraux sont également très présents. Hein. Donc, que ce soit la Banque mondiale, la, l'Union européenne. Hein. Donc, il y a beaucoup d'acteurs multilatéraux qui sont présents, mais mes deux prédécesseurs l'ont dit, ces financements, effectivement, ils ont parlé de cohérence, de structuration, donc je souscris parfaitement. Et en Côte d'Ivoire, ici, donc, nous, pour impacter sur le terrain, puisqu'on est des acteurs de terrain, on privilégie, on va dire, les approches, j'allais dire, locales, hein, locales, avec donc des filières organisées qui cotisent donc en faisant des prélèvements sur leurs acteurs
Et donc, ces prélèvements-là permettent de constituer donc des fonds, hein, dont les problématiques donc de recherche s'adossent effectivement à ces fonds-là pour mener un certain nombre d'activités sur le terrain. Mais c'est insuffisant, hein, parce que donc c'est des projets pour résoudre donc des problèmes immédiats, des problèmes ponctuels, mais les problèmes sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire donc les actions structurantes d'investissement, de collaboration régionale, restent encore faibles. Et une initiative comme ça, donc, et je souscris aussi, donc, parce que à l'échelle d'un pays, on peut envisager donc de porter un peu ces actions-là, quelqu'un l'a dit, à un niveau régional. Hein, ça peut être beaucoup plus intéressant. Parce que quand on prend les chaînes longues de financement donc, des activités, hein, nous qui sommes les acteurs sur le terrain, les, le ratio de ce qui arrive réellement sur le terrain donc, pour financer les activités, il est faible. Hein. Donc, de ce fait, effectivement, on privilégie donc cette approche locale, hein, avec ces institutions que j'ai citées. Hein. En Côte d'Ivoire, donc, on a le CNRA, qui est le leader de la recherche, mais il y a une institution qui mobilise les financements, qui est le FIRCA, hein, le fonds qui est aujourd'hui habilité Fonds vert pour le climat. Hein. Mais pour le moment, donc, ces fonds, pour arriver au niveau opérationnel, les procédures sont encore très peu comprises. Donc là, besoin de renforcer donc, les capacités donc, des acteurs pour pouvoir être compétents, outillés donc, pour mobiliser ces fonds. Donc, voilà donc en introduction hein, ce que je vais dire donc, sur notre expérience. Parce qu'on on est en première ligne hein. Aujourd'hui, donc, je prends simplement la filière cacao et café, donc sur le problème de déforestation. En plus donc de ces contraintes-là, il y a des réglementations, même si elles sont reportées, hein, qui peuvent encore, on va dire, aggraver la situation, la fameuse RDU. Donc, vous voyez que les contraintes sont nombreuses pour des acteurs qui, au contraire, donc, ont vraiment beaucoup plus besoin donc, de moyens hein, pour euh, atteindre donc les challenges hein, des objectifs fixés donc par la communauté internationale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en introduction, avant peut-être dans les échanges, donc de donner donc des exemples un peu plus précis sur l'acteur de terrain donc, que je suis. Merci. Merci, merci, docteur. Là, cette discussion est belle et je remarque une certaine cohérence, hein, c'est un mot qui revient. Nous avons commencé par la diplomatie scientifique de Monsieur le recteur, qui est une thématique soutenue et portée par l'Agence universelle de la francophonie aujourd'hui. Ensuite, le professeur Milor a insisté sur la cohérence, hein, de toutes les actions aujourd'hui faites dans le cadre des initiatives climatiques, et précisément sur les financements cette intervention s'est faite aussi appuyée ensuite par le docteur Andrés, qui a beaucoup insisté sur une intégration de tous les acteurs en sus. Et nous avons terminé tout à l'heure par un beau modèle du docteur Koulibaly en Côte d'Ivoire, qui est le modèle de cofinancement pour lutter contre les questions climatiques qui associe le local à travers un fonds développé en Côte d'Ivoire par le FIRCA et les financements multilatéraux, notamment les bailleurs internationaux. De ce fait, une question est quand même ressortie de toutes ces interventions, notamment des experts scientifiques, c'est la lourdeur de tous ces process qui impactent sur la mise en œuvre réelle de toutes ces actions. Et la question alors que nous pouvons partager ensemble, c'est comment aujourd'hui arriver à à concilier toutes ces exigences, toutes ces rigueurs et de ces financements pour arriver à lutter contre tous les changements climatiques. On peut commencer
directement par le docteur Koulibaly, puisqu'il avait insisté dessus. Et en deux Oui, minutes, rapidement, hein, oui, comment oui. qu'on peut En deux considérer. minutes, je pense que c'est vraiment l'initiative donc de Monsieur le recteur, hein, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire arriver donc à travers une institution comme l'AUF, donc dans notre espace, si je prends l'Afrique de l'Ouest, de renforcer donc les capacités donc des chercheurs sur le terrain pour constituer donc des consortiums, hein, mais africains, hein, peut-être pas seulement. Hein. Si je prends l'espace Afrique de l'Ouest, hein, je pense que les problématiques souvent sont à peu près les mêmes, mais au lieu donc d'aller chercher donc les financements, euh, euh, je vais mettre en griffe de petits financements, arriver à mobiliser donc des équipes de 4, 5, 6 pays, hein, autour de thématiques transversales pour mobiliser des fonds importants. Parce que je l'ai dit, souvent on mobilise des fonds pour résoudre des problèmes immédiats, des problèmes ponctuels, mais pour atteindre vraiment de grands objectifs en matière d'investissement, etc., je pense qu'il faut aller à une échelle beaucoup plus importante. Hein. En constituant un peu ce réseau, hein, de compétences régionales, hein, mais mobilisé donc autour de cette thématique-là, avec l'appui donc de grandes institutions comme l'AUF pour mobiliser des financements importants. C'est une clé. Hein. Et ça va aider et même rassurer les acteurs locaux. Parce que localement, effectivement, donc j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a des approches, il y a des institutions qui sont là, mais quand elles vont se rendre compte que donc, les problématiques sont traitées au plan sous-régional, je pense que ça va booster leurs actions et faire un déclic auprès du secteur privé, hein, parce que c'est là où il y a le grand défi, hein, les banques, hein, locales pour financer donc ces actions qui sont finalement des actions de développement. Hein, parce qu'on dit lutter contre les changements climatiques, mais quand on regarde, derrière ça, c'est plutôt des actions de développement dans nos territoires, dans nos régions, dans nos villages. Voilà Exact. ce que je peux dire. Merci beaucoup. Exact. Et merci, merci. Et c'est exactement aujourd'hui la position de l'AUF à travers sa diplomatie scientifique, de se positionner comme le leader, hein, un bailleur de compétences afin de pouvoir appuyer toutes les organisations, hein, qui le souhaitent pour la facilitation de la mise en œuvre de toutes ces actions. Professeur Milor, si vous voulez ajouter, je sens que vous avez quand même un mot à ajouter sur cette thématique sur ce point précis. Oui, merci pour la parole. Peut-être très rapidement pour ne pas revenir sur ce qui a été dit. Donc, j'adhère complètement à la question des consortiums qu'il faut parce qu'effectivement, on l'a mentionné, ça devient, les procédures deviennent de plus en plus lourdes. Il faut établir des consortiums et je pense qu'à des niveaux sous-régionaux, ces consortiums sont souhaités. Il y en a de plus en plus, mais je pense que effectivement l'AIF peut jouer un rôle là-dedans, notamment pour l'Afrique francophone, j'insiste, qui est souvent très peu représentée dans beaucoup de discussions, mais le potentiel y est. Moi, je voudrais insister aussi sur les questions de formation. Et Monsieur le recteur a parlé tout à l'heure des formations des jeunes. Et donc, c'est extrêmement important. Peut-être en 30 secondes, je donne un peu l'exemple que nous avons. Donc, moi, je coordonne les activités en Afrique centrale d'un projet qui s'appelle CABES, qui est lié au développement des capacités sur les questions de biodiversité et des services écosystémiques. Et donc, ce qu'on fait, entre autres choses qu'on fait, c'est des formations à plusieurs niveaux. Et principalement, on organise un master en interface sciences politiques, parce que là, à nouveau, il y a des choses à dire. Ça veut dire, nous voulons que les données de la science soient converties, traduites en des termes qui sont qui peuvent être compris facilement par les décideurs. Donc, actuellement, nous accueillons 16 étudiants qui viennent de 12 pays, principalement d'Afrique centrale. Et dans ce que nous avons fait avant, nous avons créé un réseau d'alumni. Je vous assure, ça marche très bien et ça permet de percer un peu
justement, on a l'impression ce plafond de verre. On a quelques très bons exemples d'alumni qui font des belles choses dans leur pays et qui créent un réseau, qui échange des expériences, qui crée ce type de consortium. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument envisageable. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'épuiser cette question aujourd'hui. Moi, je serais très, très heureux d'en discuter, d'en étudier les mécanismes. Mais cette question de consortium pour des chercheurs, des questions de formation pour les jeunes, c'est extrêmement intéressant. Et ben, je ne vais pas prendre le temps. Je finirai par appuyer aussi la question du secteur privé qui aujourd'hui investit énormément. Et j'ai toujours eu une idée un peu folle, parfois on trouve ça très utopique, que dans ces interventions, qui est vraiment une part réservée à de la recherche active et de la recherche qui peut alimenter les pratiques aussi. J'ai parlé d'interface sciences politiques, mais il faut faire ces interfaces sciences pratiques aussi. Et je pense que les chercheurs et les chercheurs francophones ont beaucoup à dire et beaucoup à gagner en travaillant ensemble. Merci. Merci beaucoup, professeur. Donc, je rebondis sur votre dernière intervention qui nous amène à une question au docteur Andrés. Puisque vous parlez de l'apport du secteur privé aujourd'hui dans les financements multilatéraux, hein, des questions climatiques. Docteur Andrés, est-ce que, vu que vous avez abordé aussi la question de l'intégration de tous ces acteurs, notamment le secteur privé, et aujourd'hui, selon vous, pour vous, quel partenariat, c'est-à-dire public, privé, sud-sud ou territorial, seraient les plus porteurs pour renforcer l'impact de ces financements? Merci beaucoup cette question et ces échanges très riches, hein. Euh, je voudrais juste commencer peut-être par un constat et puis après effectivement répondre peut-être à votre question. Finalement, dans la vision liée à ces modèles de financement multilatéraux, on est souvent dans une logique d'expertise qui vient du nord et d'exécution au sud. Je m'excuse du terme, mais c'est souvent comme ça que c'est vu. Et finalement, ça fait une passerelle entre ce que mes collègues m'ont dit, qui permet justement de dire qu'il faut repenser ça d'un point de vue du- finalement des enjeux du sud et du sud, et des consortiums sud-sud. Euh, Finalement, on apprend par les Suds. Moi, de mon expérience depuis 15 ans dans tous les pays des Suds, et je n'utilise d'ailleurs pas le terme économie en voie de développement, parce que la richesse finalement des pratiques et de ce qu'on observe pourrait en inspirer beaucoup dans des enjeux au nord, finalement très normés et très politisés, ou très appuyés par des politiques, hein, finalement. Euh, un deuxième point peut-être que je voulais aborder, c'est qu'il faut quand même être assez autocritique par rapport à nos domaines de recherche et scientifiques. On fait des choses fantastiques. Moi, j'ai vu des modélisations de séquestration de carbone, et d'un point de vue de la science, c'est quelque chose qui est, enfin, voilà, qui est enrichissant et qui est vraiment très très intéressant. Mais finalement, il faut aussi savoir parler aux politiques et au secteur privé. Et ça sont des éléments, je pense, que dans une logique de financement multilatéraux et de création de consortiums, il faut le faire et il faut persévérer. Je prends l'exemple de la France, mais aussi de mon humble pays qui est la Belgique. On a des multiples gouvernements régulièrement. Il faut persister, il faut communiquer avec eux, il faut échanger, il faut transmettre finalement des enjeux et ce qu'on veut porter finalement en termes de projet. Alors, pour être peut-être plus succinct par rapport à ce que vous dites en termes de consortium, mais il y a trois points finalement pour renforcer la cohérence, à mon sens, de ces dispositifs. C'est finalement créer des passerelles entre ces dispositifs parce qu'on voit des logiques financement internationaux, supranationaux, nationaux, privés, fondations. Favoriser finalement la coopération conjointe d'acteurs à différentes échelles. Et donc savoir parler, hein. Moi, je discutais finalement avec un acteur qui était dans le secteur du cacao et qui me disait, mais vous savez, on travaille de moins en moins avec des universités parce que finalement, ils répondent pas à nos intérêts. Or, on veut répondre à des enjeux sociétaux, mais on a quand même un enjeu majeur en tant qu'entreprise, c'est d'avoir une performance économique. Et donc ça, il faut vraiment reconnecter. Je trouve que effectivement, le terminologie et le cœur de la diplomatie scientifique permet d'avoir ces enjeux-là, et c'est important. Et finalement, peut-être introduire une logique
je reprendrai les termes de mon collègue hein, de rêve un peu fou, qui est d'introduire des indicateurs de complémentarité entre projets. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des logiques de cadre, logiques d'évaluation, et finalement on pourrait mesurer la continuité territoriale, la mutualisation des données, les apprentissages collectifs, qui sont des éléments peut-être majeurs dans la construction des projets de développement ou des projets de recherche-action. Voilà, je vais m'arrêter là, même si on pourrait en parler des heures. Merci, monsieur le recteur, et qui, Oui, oui, pour avoir... le débat est passionnant. En peu de temps, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, hein. On a mobilisé beaucoup d'idées, de concepts profonds. C'est intéressant et je pense que ça peut être le début d'une réflexion un peu plus longue et un peu plus profonde. Là, on va faire de la sensibilisation dans le cadre de la COP, mais je pense qu'il y a de quoi vraiment creuser davantage sur les idées qui sortent aujourd'hui et je vous en remercie. Et je voudrais euh, souligner que vos préoccupations à tous les trois rejoignent un petit peu ce que nous voulons faire et ça nous réconforte un peu dans la réflexion qu'on est en train de mettre en place. Tout à l'heure, Jean-Luc faisait un petit peu référence. Nous, on n'arrête pas de dire qu'on ne sommes pas un bailleur de fonds, nous n'avons pas des fonds importants, mais nous sommes un bailleur de compétences. Et il s'avère que dans ce que vous dites, le chaînon manquant finalement, c'est le bailleur de compétences. En réalité, entre la conception mondialiste trop macro que vous soulignez, qui est nécessaire, obligatoire, parce que c'est comme ça qu'on va lever les fonds importants, c'est pour ça qu'il va y avoir une cohérence au niveau de la planète, mais en même temps, s'il n'y a pas localement un suivi très proche, un suivi de terrain, connaissant la réalité des gens, ayant d'autres indicateurs que les indicateurs macro pour le levée de fonds, eh ben, ça ne marchera pas et puis il y aura toujours ce décalage. Et donc, il y a un chaînon manquant, il y a un acteur manquant qui est entre les deux, entre les mastodontes, les très grands, les banques mondiales, les fonds internationaux, les grandes messes des COP, etc. Les tout petits acteurs sur le terrain. Et puis entre les deux, c'est peut-être ce type d'acteur qui manque. Et c'est là où l'AUF essaie de se positionner en ce moment, parce que nous sommes des acteurs de terrain. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'AUF a 65 pays où elle a des bureaux, des agents, des équipes sur place. 65 pays sur les 118 pays où nous avons des membres, parce que les 1000 universités et centres de recherche qui sont membres de l'AUF aujourd'hui sont issus de 118 pays. Donc on est vraiment dans le monde entier, sans aucune exception, sur les 5 continents, très largement. Et surtout, on a développé ces 5 dernières années la proximité de terrain, parce qu'on a remarqué que lorsqu'on était présent physiquement, nos activités étaient multipliées par 2, par 3, par 4, parce qu'il y a une connaissance du terrain, de l'administration, des rouages, des vrais acteurs, des bons acteurs. Et souvent, ça a été dit, je le répète, c'est important qu'on le souligne, il y a des experts locaux exceptionnels, très très bons, qui ne manquent de rien en termes de compétences et de savoir, sauf que ils n'ont pas accès aux acteurs mondiaux. C'est ça où le bas blesse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas audibles parce qu'ils n'appartiennent pas aux bons réseaux qui sont consultés au niveau macro sur les décisions macro. Et donc, l'idée, encore une fois, d'une couche intermédiaire qui faciliterait le rapprochement entre les très grands et les acteurs de terrain, c'est là où nous intervenons. Alors, j'ai j'ai cité quelques exemples, mais je vais vous citer quelques exemples, si vous vous permettez, très rapidement pour vous dire quel type d'action on est en train de mener. Bah, je vous donne un exemple. En Afrique, on est présent sur un gros projet sur l'éducation avec l'AFD sur 26 pays d'Afrique. C'est un gros projet. Ça s'appelle Apprendre. Et dans cet accompagnement à la réforme des systèmes éducatifs, on introduit très largement toute la question de la transition énergétique, toute la question de la sensibilisation au développement durable dans les programmes. Donc, c'est une formation qui se fait aux formateurs, aux accompagnateurs et par ricochet, donc, bien entendu, à la jeunesse. Donc, là, c'est typiquement l'éducation inclusive et professionnelle que nous menons. Actuellement, vous l'avez compris, et c'est une des raisons de notre présence à la COP 30, nous sommes en train de monter un gros projet tripartite entre la Commission climat du bassin du Congo,
et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour travailler ensemble sur justement le bassin du Congo en termes de formation, en termes de recherche appliquée, en termes de mise en réseau des acteurs des différents pays qui entourent le bassin. Vous voyez là le multi-acteur, c'est-à-dire qu'on a le banquier, on a le représentant des États pour la politique, et nous, on aura finalement la charge de mobilisation de l'expertise dans ce cadre multi-acteurs. Donc ça, c'est typiquement les gros projets. Après, on a les formations. Les formations, je peux vous donner un exemple d'une formation qui a eu un grand succès entre 2020 et 2024 en océan Indien. On l'a monté une série de formations avec la commission de l'océan Indien, justement, qui s'appelle FESTI. C'est un gros projet qui s'appelle FESTI. FESTI comme formation en enseignement supérieur, la transition énergétique dans les territoires insulaires et indiano-océaniques. Et cette sensibilisation, c'est vraiment donc une mixité d'approches du Nord et d'approches du Sud, avec certes des experts qui viennent de partout, mais avec une application pour le cas spécifique de l'océan Indien. Et donc là, on allie le local et le national. Autre exemple, et là on est sur l'action, la recherche-action. On a un très beau projet qui vient de se terminer à la Caraïbe avec l'IRD, d'ailleurs en collaboration avec l'IRD, qui s'appelle GeoAct. Et GeoAct, c'est des projets de recherche très appliqués, très appliqués, axés sur le changement climatique et les risques environnementaux de la région de la Caraïbe. Et là, vous voyez, donc, on est sur les sujets internationaux, mais on a une application spécifique de l'environnement caribien qui a des spécificités importantes. Et on avait d'ailleurs, dans le cadre de la COP27 Sharm el-Sheikh, présenté ce projet qui a pu avoir de beaux financements derrière. Et puis donc, la sensibilisation des jeunes. La sensibilisation des jeunes, nous, le credo qu'on a choisi, parce que changer les curricula, ça prend un temps fou, ça prend entre 5 ans, 10 ans, parfois 15 ans. Donc on commence à le faire, on discute beaucoup avec les gouvernements pour introduire ces questions de sensibilisation dans les curricula, mais c'est très lent et il faut former les enseignants qui sont capables, parce qu'il ne suffit pas de mettre une matière dans les curricula pour que ça soit bien enseigné, il faut derrière avoir les compétences pour qu'ils puissent le faire. Donc ça, c'est long. À côté, on le fait, mais à côté, il faut de la sensibilisation et de la vulgarisation de la science. Alors, on fait ce qu'on appelle, par exemple, les climatons. En Afrique de l'Ouest, ça, c'est un grand succès, avec plusieurs acteurs, notamment au Sénégal. Ça a pris une ampleur incroyable. Donc, un climaton où il y a une vraie compétition et les jeunes chercheurs, les jeunes étudiants sont à fond sur l'innovation par rapport aux idées de l'innovation. Alors, on est aussi beaucoup sur des plaidoyers. Par exemple, en Europe, notre direction régionale en Europe a organisé un concours qu'ils ont appelé alors énergie, climat, quel enjeu écologique dans l'enseignement supérieur et l'espace européen. C'est 50 étudiants qui sont venus et puis ils ont penché pendant 3 jours, ils ont sorti une charte carrément et donc le livrable était une charte de la transition énergie-climat vue par les jeunes et ça c'était très intéressant. Nous avons aussi par exemple, appliquer la fameuse fresque du climat qui est devenue assez connue. Mais l'originalité, c'est qu'il y avait 60 nationalités différentes. On a ramené une centaine de jeunes lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, qui est l'événement annuel majeur de l'AUF. On a ramené 100 jeunes. De 60, il y avait 60 ou 62 nationalités différentes, donc il y avait un pratiquement par pays. Et ensemble, ils ont travaillé à la fresque du climat, ce qui faisait une confrontation des cultures et des visions très intéressante, parce que ce n'étaient pas des copains du même pays, de la même classe, avec la même formation. C'était des gens qui venaient de formations différentes, de cultures différentes, de pays différents. Et les voir pouvoir essayer de converger par rapport à la fresque du climat pour comprendre ce phénomène qui, lui, ne connaît pas les frontières, était très intéressant aussi. Voilà donc ce genre, je m'arrête là parce que je ne peux pas accaparer la parole, c'est surtout pour vous écouter, mais c'est pour vous dire ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est à développer davantage avec vous. L'étape d'après, si notre grand projet du bassin du Congo donc aboutit, c'est ce que nous espérons et les indicateurs sont plutôt assez bons, mais comme on n'a pas encore signé, donc je n'oserais pas dire que c'est fait, mais c'est en bonne voie. Et ben, l'étape d'après, ça serait aussi de mettre en place un réseau d'experts comme vous
autour de cette question, un réseau de gens qui viennent d'horizons différents, de spécialités différentes, de pays différents, ce qui évidemment illustre la diversité du terrain. Et nous, on fera cet intermédiaire entre les très gros acteurs et les petits acteurs sur le terrain, les locaux, et faire cette transition des compétences entre les bailleurs de fonds, les acteurs de terrain. En nous, on fait les bailleurs de compétences et on fait ce trait d'union entre les deux. Voilà un petit peu l'esprit derrière cette politique dite de diplomatie scientifique francophone. Merci, merci beaucoup, Monsieur le recteur. Merci. L'intervention de Monsieur le recteur nous situe dans tout ce que nous avons dit, en récapitulant le fait que nous, l'AUF, en tant que diplomate scientifique aujourd'hui, nous nous positionnons entre les grands acteurs et les petits acteurs, bien sûr, pour pouvoir tous les mettre ensemble et créer le pont afin d'œuvrer à une intégration des acteurs pour la cohérence, assurer la cohérence des actions qui sont menées aujourd'hui à travers toutes ces conventions et toutes ces COP auxquelles nous participons pour aboutir à un financement plus solide, multilatéral et même local de toutes les questions climatiques. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Un petit tour de table rapide, vraiment en 30 secondes pour chaque participant avant de laisser la parole au recteur pour Non, clôturer. non, moi je ne prendrai plus la parole parce qu'il reste un peu de temps. Je vais écouter avec attention le mot de la fin de nos D'accord, experts. d'accord. Messieurs, professeur Miller, rapidement en 30 secondes, un mot de fin, s'il vous plaît. Oui, d'abord, je remercie ce panel. C'était une très belle discussion et on ne voit pas le temps passer. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas épuisé la question. C'est difficile de le faire. Donc, on reste disponible pour ces discussions. Pour finir, je pense que il y a moyen pour, j'insiste encore, nous, chercheurs francophones, de monter des consortiums excellents. Moi, je connais beaucoup de gens qui font des choses très belles, mais voilà, il reste juste ce lien-là pour que des choses se D'accord, fassent, il y ait plus d'action. d'accord. Merci, professeur. Docteur Andrés, rapidement, 15 secondes, un mot de fin. Moi, c'est simplement le financement climatique, finalement, zéro. Pour moi, ils réussiront leur mission que s'ils connectent plus le monde au territoire, on l'a déjà dit, en reconnaissant finalement la diversité des contextes socio-écologiques et la nécessité finalement d'un ancrage des réalités locales, quoi. Voilà, c'était finalement le mot de la fin qui est important à dire. Merci, merci, docteur. Docteur Koulibaly, pour terminer. Oui, mais merci à l'AUF d'avoir initié donc cet échange. Et comme Monsieur le recteur l'a dit, donc on est attentif à la suite de ce processus qu'on vient d'entamer à l'occasion de la COP30. Merci au nom du Merci. DG du CNRA. Merci, monsieur le recteur, le mot de fin, s'il vous plaît, en 15 secondes. C'est juste un mot de remerciement et je vous donne rendez-vous pour la suite sur le terrain. Voilà. Merci, merci. Pour rappel, l'AUF continue sa série d'activités aujourd'hui. Nous avons la signature de l'accord cadre avec la BDAC tout à l'heure. Et avant cette signature, le panel et l'AUF avec la BDAC et la CCBC où interviendra monsieur le directeur aux côtés de la ministre de l'Environnement, secrétaire exécutif des Fonds Bleus pour le bassin du Congo, ainsi que monsieur Mohamed Ali, négociateur des fonds climat pour l'Afrique et d'autres experts importants et prestigieux. Nous vous remercions et vous souhaitons à tous bonne continuation et vive l'AUF, vive la COP30. Merci. Merci. Merci, bonne Merci. continuation. Au Merci, revoir. au revoir. Bonne continuation.